Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Avec Franck Ferrand, cet après-midi, nous plongeons de bonne grâce au cœur du mystère. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Dans quelques instants, vous aurez à vos côtés l'une des plus célèbres médiums de France, Yaghel Didier en personne. Je ne sais si elle vous dira votre avenir, Anissa. Je suis très curieuse, vous savez. Pour tout vous dire, moi j'ai souvent eu l'occasion de la voir pour replonger dans le passé. Nous en dirons un mot tout à l'heure. Et je peux vous dire que ce sont toujours des moments inouïs. Nous parlons en effet de voyance cet après-midi, mais oui, autour du personnage de Mademoiselle Lenormand et autour du roman que Christian-Louis Climont vient de consacrer à cette figure. Dès 15h, nous irons nous promener sur les terres d'origine de Mademoiselle Lenormand. En effet, nous suivrons Johanna Mauboussin jusqu'en Alençon, vieille et charmante cité dentelière. Pour l'instant, nous avons rendez-vous avec de grandes visions. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. « 27 juin 1843, devant l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas, nous sommes dans l'actuel 5e arrondissement de Paris, un convoi funéraire se met en branle en direction du cimetière du Père-Lachaise, un petit peu plus loin, même assez loin, sur la rive droite. Foule innombrable, les gens sont vraiment très nombreux à avoir fait le déplacement. Il y a des inconnus, mais aussi des personnalités de premier plan, puisqu'on reconnaît le ministre François Guizot, le journaliste Émile de Girardin et même Victor Hugo. S'ils sont là, c'est pour rendre un dernier hommage à une personnalité fameuse du Paris de l'époque. Pas un ministre ou une princesse ou un académicien, non, une voyante, sans doute la plus célèbre de toutes, Mademoiselle Lenormand. Avec sa disparition, on peut dire que c'est une page qui se tourne, car depuis un demi-siècle, les heures, on peut dire depuis les heures très agitées de la Révolution jusqu'au règne bourgeois de Louis-Philippe, Paris avait fini par s'habituer aux frasques de la Sibylle, comme on l'appelait, à ses étrangetés, à ses prophéties. À l'en croire, les plus grands ont cherché à savoir leur avenir. Ils ont voulu consulter ses lumières. Mademoiselle Lenormand quitte donc un monde qu'elle a pu, de par sa position tellement particulière, connaître peut-être mieux que personne d'autre. Pour comprendre cela, pour se remettre dans l'esprit de l'époque, il faut retracer sa vie peu commune. La tâche n'est pas facile. Mademoiselle Lenormand a elle-même réécrit sa légende et elle a constamment mêlé le vrai, le faux, jusqu'à les confondre. Elle était née en mai 1772, cette Marie-Anne Adélaïde Lenormand, 72, donc à la toute fin du règne de Louis XV. Son père vit à Alençon, c'est un drapier d'Alençon, comme il y en a tant dans cette ville à l'époque. Sa mère serait une jeune fille ravissante, mais d'assez basse extraction. Marie-Anne est leur troisième enfant. On lui donne le même prénom qu'une sœur aînée disparue. Et certains disent que déjà, c'est ce qui l'aurait amené à nouer un lien assez particulier avec cette âme sœur, c'est le cas de dire, qui était déjà passée de l'autre côté. Signalons que dans leur voisinage vit Madame Hébert, la veuve d'un orfèvre, et qui a un fils qui s'appelle Jacques René. Ai-je besoin de vous dire que c'est le célèbre, l'horrible Hébert de la Révolution française? D'accord. Vous savez, oui, c'est comme ça, c'est bizarre. Les premières années de Marie-Anne sont marquées par les épreuves. Elle perd son père alors qu'elle n'a seulement qu'un an. Un petit peu plus tard, elle perd sa mère, qui entre-temps s'était remariée, et les enfants sont alors confiés à leur beau-père. Et c'est à ce moment-là qu'entre en scène une marâtre, comme dans toutes ces histoires de veuvage à l'époque. Les relations familiales se tendent. Marie-Anne a probablement déjà un caractère assez affirmé. Elle est très délurée, il faut vous le dire. Et elle finit par être envoyée dans un couvent, ce qui va pour elle être l'occasion d'acquérir une instruction assez solide. Et ça, évidemment, plus tard, ça lui sera utile. C'est là... On peut dire que c'est chez les bénédictines que Marie-Anne, qui a 9 ans à l'époque, va comprendre les problèmes que peut lui attirer une activité qu'elle s'est mise à pratiquer, le fameux jeu des prédictions.
La voilà qui, par exemple, annonce que la mère supérieure va perdre ses fonctions. Ça fait, c'est pas très apprécié dans le couvent. Elle en est exclue, envoyée dans un autre établissement. Elle aura du moins la satisfaction de voir qu'elle avait raison, hein. Son oracle se révèle parfaitement exact. Décidément, elle ne semble pas faite pour les institutions religieuses. C'est Dicta Dimitriadis qu'il raconte. Pour la seconde fois, Marianne est expulsée d'un couvent, motif élève ayant de grandes faiblesses mystiques. Et oui, elle est beaucoup trop ouverte, beaucoup trop disponible à ces questions spirituelles. C'est dangereux, aux yeux en tout cas des sœurs de l'époque. Marianne, après un passage dans une autre institution, finit par travailler dans un atelier d'Alençon. Est-ce que c'est à cette époque-là qu'elle s'initie au tarot divinatoire et que son don se précise? C'est très possible. Quand un peu plus tard, le beau-père de Marianne acquiert un commerce dans le sud de Paris, il accepte de l'y embaucher et on peut imaginer les mois de l'adolescence qui arrivent dans cette capitale grouillante, en pleine activité. C'est une nouvelle vie qui commence. On est en 1786, à l'époque, elle a 14 ans. Il semble qu'en dehors des impératifs de son travail, elle s'intéresse toujours d'un peu plus à la voyance. Elle parvient peut-être à lire des ouvrages spécialisés, elle en parle à des gens qui sont sensibles à la question. Elle trouve le temps de rencontrer un certain nombre de voyants. Elle se met sans doute à tirer les cartes d'une manière plus systématique à ce moment-là, à s'initier à diverses méthodes de voyance, peut-être même au dialogue avec les esprits, et puis arrive donc le printemps 1789, la convocation des États généraux et l'Assemblée nationale et la prise de la Bastille à l'été, et vous connaissez tout ça bien sûr, c'est la Révolution qui éclate, et sans que l'on puisse savoir exactement pourquoi, la jeune Marianne décide de quitter la France pour aller s'installer à Londres. Une thèse veut qu'elle y soit allée pour rencontrer le docteur Gall, qui travaille sur l'idée que la forme des crânes indiquerait l'aptitude des êtres humains. C'est un personnage qui a des idées très avancées. C'est en tout cas en Angleterre que Marianne va franchir les étapes décisives. Le chemin vers la gloire est encore très long. Inutile de vous dire que de nombreuses épreuves. Un extrait de la symphonie à 17 parties composée par Gossec sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand vous emmène sur les traces de Mademoiselle Lenormand, une voyante au destin peu banal pendant la Révolution. La suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous faites revivre un parcours assez étonnant, nimbé de mystère, celui de Mademoiselle Lenormand. Alors que la Révolution débute, on l'a vu, la jeune fille commence à exploiter son don de voyance et elle décide d'aller s'installer à Londres. Alors avant de savoir comment sa carrière va décoller, parce que je suppose qu'elle va décoller si vous nous en parlez aujourd'hui, j'ai quand même une question. Est-ce qu'à cette époque, il y a d'autres voyants connus, oui, renommés ? Bien sûr. Pendant tout le règne de Louis XVI, c'est une grande époque de voyance, si je puis dire. Je vous cite un exemple, c'est Jean-Baptiste Aliette, qu'on connaît sous le nom d'Éteilla. Éteilla, c'est Aliette à l'envers, tout simplement. Lui est notamment spécialiste de cartomancie, c'est cette discipline à laquelle il va d'ailleurs beaucoup apporter. Il possède une certaine renommée, on peut dire qu'il va inspirer un certain nombre d'autres médiums de l'époque, et dans son roman, Christian Louis et Climont nous dit « Dans le Paris des sortilèges filait le nom d'Éteilla. À son égard, les avis divergeaient, ou bien encensé en homme d'Isère, franc-maçon de haut rang, ou bien épinglé pour son extraction ambiguë de grainetier, sinon de barbier recyclé dans la divination. Dans les faits, un petit homme quelconque, mais suffisamment enjôleur pour convaincre ses fidèles de ses perceptions. » Il semble que Marianne ait été familiarisée assez tôt avec les fameuses techniques d'Éteilla. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'elle l'ait rencontré, puisqu'elle arrive à Paris au moment où il est encore pleinement en activité, bien sûr. Alors, maintenant, en 1789, c'est à Londres que nous la retrouvons. Elle a 17 ans, elle est déjà très, très active. Il faut imaginer une jeune fille un petit peu boulotte. Le physique est plutôt ingrat. Elle a une mine assez rougeaude, mais un tempérament très décidé. C'est en tant qu'astrologue, je précise bien en tant qu'astrologue, qu'elle s'installe dans un premier temps à la capitale anglaise. Alors elle a énormément de psychologie, elle sait y faire avec les clients. Elle est très douée, très entreprenante pour se faire connaître, et par le jeu du bouche à oreille,
on sait qu'un certain nombre de personnalités prestigieuses viennent consulter ces oracles d'astrologues, je dis bien. On prétend même que le prince de Galles en personne figurerait dans son illustre clientèle, et elle aurait dit au prince de Galles que Louis XVI allait perdre sa couronne. Ah bah tiens. On est quand même fin 89, début 90, vous voyez, 3 ans avant l'exécution de Louis XVI. Au bout de quelques mois, la France lui manque, elle a le mal du pays, qu'est-ce que vous voulez, elle décide de rentrer. Quand elle se retrouve à Paris, elle accepte une position de lectrice chez un vieil aristocrate qui s'appelle Monsieur d'Armanval de la Saussotte. C'est à cette période, sans doute, qu'elle a le plus de mal à se faire une idée sur son propre avenir. Est-ce qu'elle va franchir le pas d'une certaine manière? Elle s'interroge sur sa vocation, elle écrit des pièces de théâtre, elle voudrait devenir écrivain, mais c'est bien avec la voyance qu'elle va trouver sa voie. Elle loge rue de Tournon à l'époque, sans doute d'ailleurs par l'entremise d'une connaissance installée dans la même rue, son ancien voisin alençonnais, le fameux Hébert, qui est en train de devenir cette espèce de journaliste enragé de la Révolution. Marianne, sans rencontrer un véritable succès, commence à recevoir un certain nombre de clients, des gens de toutes conditions. Et, à l'en croire, elle aurait reçu le comte de Provence, ce qui n'est pas très étonnant puisqu'elle est rue de Tournon et que lui réside au Luxembourg, vous savez, donc après tout, pourquoi pas. Elle reçoit la princesse de Lamballe et Fouché ou Camille Desmoulins. Bref, vous voyez quand même du beau monde. Marianne, au fond d'elle, est une royaliste bon teint, mais inutile de vous dire qu'en ces temps de révolution, elle se garde bien de l'afficher. Elle dira même avoir été mêlée à un complot visant à libérer Marie-Antoinette de la prison du Temple un peu plus tard. Si elle semble avoir un peu exagéré sur ce plan, en tout cas, il est certain qu'elle a été sur la liste des suspects et qu'elle a bien failli être arrêtée aux pires heures de la terreur. D'ailleurs, elle décide de se cacher, elle se déguise en voyante étrangère dans l'un des lieux les plus passants de la capitale. Et là, il faut vous le dire, le tort d'annoncer la mort prochaine d'un homme qui, le délai passé, revient tout à fait en vie et a été très choqué par la prédiction et très choqué par le fait de voir qu'en plus, il est toujours là, il est toujours en vie. Il l'accuse d'escroquerie, la police s'en mêle, elle va d'ailleurs être incarcérée, ça dure pas très longtemps, avant de retourner à ses activités rue de Tournon. C'est toujours à cette adresse qu'elle aurait reçu Bonaparte, dit-on. Sans doute un jour il venait rendre visite à Barras au Luxembourg, puisque maintenant c'est Barras qui est là. Mais elle aurait vu aussi Saint-Just, Robespierre, etc. Dans ses mémoires, notre amie, Mademoiselle Lenormand, a prétendu se souvenir du comportement des hommes qui ont figuré sur notre grand théâtre politique. C'est elle qui dit ça. J'ai vu de bien près le farouche Maximilien. C'était un homme sans caractère, superstitieux à l'excès. Il se croyait envoyé par le ciel pour coopérer à une entière régénération. Entre parenthèses, ça colle assez avec le personnage. Je l'ai vu, me consultant, fermer les yeux pour toucher une carte, frissonner même à la vue d'un œuf de pique. On la surveille d'autant plus que sa clientèle est devenue très sensible. En pleine terreur, elle est donc envoyée un temps à la prison de la Petite Force, et là le danger est grand de finir sur l'échafaud, bien entendu. Lors de cette détention, elle aurait reçu par message interposé une demande de consultation de qui ? Puisqu'elle est à la Petite Force, de Joséphine de Beauharnais elle-même, qui elle est emprisonnée dans une autre prison révolutionnaire. Marianne lui aurait annoncé non seulement qu'elle allait survivre à la Révolution, mais un destin exceptionnel, un destin de souveraine. Et une chose paraît avérée, désormais les deux femmes vont se revoir, et elles vont se revoir dans des conditions bien différentes que les conditions tellement obscures de cette terrible année 1794. Cet après-midi, Franck Ferrand vous plonge au cœur de l'histoire de Mademoiselle Lenormand, cette voyante de la Révolution et de l'Empire. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. N'hésitez pas, tous vos messages, vos réactions, vos questions sur Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous partagez avec nous le destin d'une jeune voyante en plein cœur de la Révolution qui, pour l'instant, semble ne pas se tromper du tout sur ses prédictions. Elle souhaite un grand destin à Joséphine de Beauharnais. Nous sommes en 1794 à ce moment-là. Alors, au moment de la chute de Robespierre, Thermidor, évidemment, elle est libérée, mais sauf qu'elle est libérée pour quoi faire ? Sa situation financière est effrayante, c'est l'époque des vaches maigres. Elle va néanmoins bientôt pouvoir compter non seulement
seulement sur la réputation qu'elle a fini par s'acquérir dans le tout Paris de l'époque, mais évidemment sur le soutien d'un certain nombre de hautes personnalités du directoire, dont Joséphine, bien sûr, voilà. Et elle devient la voyante qu'il faut aller voir. Elle va pratiquer toutes sortes d'arts divinatoires à ce moment-là, la chiromancie, l'horoscope, les mares de café, l'oomancie. Vous savez ce que c'est l'oomancie? C'est la divination dans les œufs. On casse un œuf et on lit ce qui se passe. Voilà. Elle devient... mais oui, vous savez, ça, nous en parlerons tout à l'heure avec Yael Didier. Il faut bien que la vision s'appuie sur quelque chose. Et ça peut être entre nous à peu près sur n'importe quoi. Il faut juste quelque chose qui accroche l'attention du médium. Dans son cabinet, elle pratique donc toutes sortes d'arts. Alors, bien sûr qu'en fonction des clients, elle demande quelques francs aux modestes, mais des centaines aux gens. Évidemment. C'est aussi à partir de cette époque que Joséphine donc devient sa cliente la plus prestigieuse. Elle lui a prédit son mariage avec Bonaparte, etc. Jusqu'au couronnement, vous imaginez. Donc tout ça crée une proximité entre les deux femmes. À quoi ressemble-t-elle, notre mademoiselle Lenormand, à ce moment-là? Elle a une trentaine d'années. Dorothée de Courlande, citée par Dicta Dimitriadis, nous la décrit de la manière suivante, je cite: elle avait l'air âgée de plus de 50 ans lorsque je la vis. Sa taille était plutôt élevée, ses façons brusques, sa robe noire, lâche et traînante, son visage d'une mauvaise couleur mêlé de dents gâtées, ses yeux petits, vifs et sauvages, sa physionomie rude et curieuse tout à la fois, la tête découverte, les cheveux gris, hérissés et en désordre, achevant de la rendre repoussante. Je fus tellement soulagé en la quittant. Eh ben, quel portrait, dites-moi. Ah oui, ça donne pas envie, on n'a pas envie de la rencontrer, mais en même temps, les gens vont la voir quand même parce qu'elle leur dit ce qu'elles attendent de savoir. Les autorités impériales se méfient quand même beaucoup. C'est vrai qu'elle est proche d'un certain nombre de personnalités très proches du pouvoir. Fouché, qui pourtant l'a consulté, semble-t-il. Fouché n'est pas très tendre avec elle. Ça va d'ailleurs lui valoir un certain nombre de petites incarcérations. Ça dure jamais longtemps. À la fin de 1809, Napoléon franchit le pas de la répudiation de Joséphine, vous savez. Alors, est-ce qu'il faut y voir une crainte de l'empereur devant l'influence qu'a pu avoir la voyante sur l'impératrice? Ça paraît extrêmement peu probable, pour tout vous dire. En tout cas, Marie-Anne est toujours une royaliste de bon teint, au fond. Elle va mettre en avant d'ailleurs un certain nombre d'ennuis qu'elle a eus avec Napoléon au moment où les Bourbons remontent sur le trône et où il faut lui se faire une nouvelle virginité. Pour elle, ce retour des Bourbons, qui a l'air définitif après l'échec des 100 jours, est une bonne nouvelle, politiquement bien sûr, mais aussi ça lui permet de satisfaire son désir de reconnaissance littéraire sans être gêné par la censure, parce que du temps de Napoléon, il y avait la censure, donc on ne pouvait pas écrire ce qu'on voulait. Dans les années qui suivent, donc, elle publie ouvrage sur ouvrage avec Souvenirs prophétiques d'une Sibylle, ça c'est début de 1815, La Sibylle au tombeau de Louis XVI. On peut pas dire qu'elle connaisse tout de suite un grand succès. Elle est même l'objet, disons-le, d'un certain mépris de la part des amateurs de littérature. Il n'empêche, elle s'est fait maintenant définitivement un nom. Et bien au-delà du petit cercle des personnalités de pouvoir, certains n'hésitent pas à la singer sur la scène du théâtre sous les traits de Mademoiselle Le Gascon. C'est une reconnaissance finalement, vous savez, c'est un peu comme avoir sa marionnette au Guignol à une certaine époque. Comme le raconte Dicta Dimitriadis, Marie-Anne réagit avec panache. Dès les premières représentations, elle retient une loge bien en vue d'un public qui la reconnaît et se gausse. Et à la fin du spectacle, quand le rideau se relève, debout dans sa loge, elle salue les acteurs, le public l'ovationne. À la sortie, on dit même qu'elle aurait pris des rendez-vous. Ben oui, on perd pas de temps, qu'est-ce que vous voulez. Marie-Anne continue à sa manière à accompagner l'histoire. En 1819, elle juge utile de se rendre au congrès d'Aix-la-Chapelle, où il y a tous les grands diplomates de l'époque. Elle va en tirer un ouvrage, elle reçoit en consultation Metternich ou le tsar Alexandre quand même. Et c'est à cette époque que se précise, en lien semble-t-il avec le tsar Alexandre justement, un projet d'ouvrage sur l'impératrice Joséphine. Il s'agit de confier à Marie-Anne un livret sur celle qu'elle a connue. Comme on peut l'imaginer, la célèbre voyante est plus que partante. Elle en tire des mémoires historiques et secrets de l'impératrice Joséphine. Un ouvrage qui va lui attirer d'innombrables critiques. Nous en parlerons tout à l'heure avec Christian Louis et Clément. Alors, jusqu'à la fin de sa vie, Marie-Anne poursuit ses activités en tant que voyante. Son statut
l'a véritablement assise dans le tout Paris. Alors il y a toujours des petits scandales autour d'elle. Par exemple, elle est emprisonnée pour escroquerie en Belgique au début des années 1820, ce qui est l'occasion de 2 procès retentissants, des procès qu'elle gagne. Et ça va faire beaucoup, bien sûr, pour l'assise de ce métier, si je puis dire avec de grands guillemets, qu'est le métier de voyante. Nous allons en dire un mot tout à l'heure avec Yael Didier. Elle finit par renoncer à ses publications, mais ça n'empêche pas de continuer à donner des voyances, bien entendu. Et peu avant sa mort, elle écrit celle-ci, 1915 verra la fin des Hohenzollern en Allemagne. Pas mal vu ça quand même, hein, vous avouerez, à 2 ans et demi près. Incroyable. Mademoiselle Lenormand disparaît à 71 ans en juin 1843 et avec elle, on peut dire que ce sont pas mal des petits secrets, dont certains bien obscurs du Paris de l'époque, qui disparaissent. Une prédiction est alors facile à faire. On n'a pas fini de parler de la voyante de la rue de Tournon. Bonjour Christian-Louis Éclimont, vous êtes l'auteur de Madame Vérité ou la conspiration des étoiles, un roman qui reparaît chez J'ai lu et qui paraît, c'est un inédit, oui. Et qui parle précisément de Mademoiselle Lenormand. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est une voyante de la Révolution que vous nous présentez aujourd'hui, Franck Ferrand. Nous allons plus loin avec votre invité. Vous recevez Christian-Louis Éclimont. Il est auteur du roman Madame Vérité ou la conspiration des étoiles, paru chez J'ai lu. Et nous en parlons avec lui. Très bonne idée, hein. Ça, c'est une très bonne idée, Christian-Louis Éclimont, d'avoir consacré ce roman à ce personnage qui, en quelque sorte, a vu son époque aux premières loges et des loges qui étaient situées, si j'ose dire, sur le théâtre. Elle était l'intime d'un certain nombre de personnalités. Est-ce qu'on est sûr qu'elle a fréquenté tous ceux qu'elle a prétendu avoir fréquentés, Mademoiselle Lenormand ? Est-ce qu'on est sûr? C'est une bonne question. Moi, personnellement, je n'en suis pas sûr. Qu'elle les ait côtoyés, c'est une chose. Qu'elle aurait dit la vérité sans cesse. Donc elle ne retient que cet aspect, forcément. Vous savez, elle a beaucoup collaboré à sa propre légende. Elle avait un grand sens de sa publicité. C'est aussi peut-être pour ça que la postérité l'a retenue. Elle avait tout goupillé pour faire en sorte que l'on puisse parler d'elle après sa mort, notamment en préparant les éléments d'une biographie qu'elle avait remis aux soins de son légataire, son neveu, puis ayant choisi un auteur un peu docile et qui a brossé effectivement le portrait idoine qu'elle avait envie que l'on dressât d'elle. Et le fait est qu'elle a vécu à une période très passionnante, puisqu'elle commence ses prédictions en 1789, ça ne s'invente pas, et ensuite on la verra vivre jusque tard dans la Restauration. Donc c'est quand même, elle a traversé tous les régimes et donc vu de près un certain nombre de personnalités, pas seulement Joséphine de Beauharnais. Elle a connu à peu près tous les grands révolutionnaires jacobins, en tout cas ceux du club des Cordeliers, où Hébert l'avait introduite. Évidemment, ça aide. C'est son voisin d'Alençon qui lui a servi en quelque sorte d'introducteur à Paris, hein. Tout à fait. Hébert était monté à Paris pour faire du théâtre, alors comme auteur, comme acteur, a priori les deux. En vérité, il s'était retrouvé au contre-marque, c'est-à-dire qu'il ramassait les billets dans un théâtre près du Palais Royal et en vérité, il végétait. Alors, comme on sait à Paris qu'elle l'a retrouvé, n'est-ce pas? Moi, j'ai imaginé les circonstances là romanesques, n'est-ce pas, dans lesquelles elle se retrouve, en l'occurrence peut-être au Palais Royal, et là aussi c'est tout à fait plausible. Oui, et lui, donc montant dans la hiérarchie révolutionnaire, mais avec beaucoup de peine, parce qu'il n'a pas eu une carrière aisée, Hébert, et pourtant il a fait beaucoup de dégâts, va l'introduire, n'est-ce pas, auprès des Cordeliers, c'est-à-dire la faction de Danton, de Desmoulins, de Hébert, du Boucher-Legendre, qui n'était pas des tendres. Alors qu'elle, au fond, est fidèle au roi. C'est ça qui est paradoxal. Alors ce qui est amusant, et c'est précisément pour ça qu'il y avait une sorte de caviar romanesque lorsqu'on aborde ce genre de personnage, c'est qu'elle est sans cesse écartelée. Oui, elle se retrouvait au service des contre-révolutionnaires en étant elle-même un peu prise dans une conspiration un peu mineure mais effective du côté des royalistes. On sait que le frère cadet de Louis XVI, le comte de Provence qui va devenir plus tard le roi Louis XVIII, avait une forte prédiction pour les questions surnaturelles et qu'il a fréquenté pas mal de cartomanciennes, etc. On peut donc imaginer, comme celle-ci habitait juste à côté de chez lui, rue de Tournon, qu'il l'a vue. C'est probable.
tout cas, moi, je l'ai retenu parce que je trouvais ça intéressant. Oui. Lorsqu'elle travaillait effectivement comme lectrice chez un dénommé Damerval de la Sosotte, qui n'est pas un grand personnage historique, mais qui est cité dans les mémoires comme ça de Brissot et qui lui était au cœur mais d'un mini complot. Alors, j'ai imaginé que ce mini-complot relayait celui de beaucoup plus important, le complot de l'œillet, le fameux, n'est-ce pas, qui devait rétablir le trône. C'est ce qu'elle a laissé entendre elle aussi, du reste. Bah écoutez, entre deux solutions, vaut mieux toujours laisser la plus romanesque, la meilleure, la plus belle et la plus légendaire, ce qu'elle a fait la première. Ce qui est remarquable, c'est que cette femme est très intelligente, elle sait systématiquement comment se mettre en valeur, elle va écrire des livres qui sont restés, somme toute, même si, évidemment, elle était d'un physique assez peu amène, si l'on en croit la duchesse de Courlande, c'est-à-dire la nièce de Talleyrand, mais bizarrement, malgré son statut et malgré ses très grandes relations, il lui arrive de faire des petits séjours en prison, preuve que sa position n'est pas très assise dans la société de l'époque. Mais vous savez, la société elle-même n'est pas très assise. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Ce qui explique d'ailleurs un peu ses instabilités. Oui, effectivement, lorsqu'on estimait, notamment Fouché, qu'elle en savait un peu trop, on la renvoyait à la case prison. Cela étant, elle n'avait pas forcément besoin qu'on l'aide parce qu'elle avait une petite propension, une sorte de fièvre de l'or, n'est-ce pas ? Et qu'elle avait un peu une certaine facilité à taper au sac de ses clients et de ses clientes jusqu'à avoir un jour, entre guillemets, escroqué, mais ça s'appelle un peu comme ça, la femme d'un gendarme. Alors, mauvaise voyance dans les deux sens du terme. Oui, entre autres. Mais assez régulièrement, elle était observatrice observée. En même temps, les deux procès qui lui sont intentés en Belgique finissent par lui donner raison. Elle est acquittée, elle sort du tribunal la tête haute. Elle a d'une certaine manière contribué à donner ses lettres de noblesse à cette discipline qui depuis la nuit des temps se pratiquait et se pratiquait notamment dans l'ombre du pouvoir, mais qui n'avait pas droit de citer. Avec Mademoiselle Lenormand, on peut dire que la voyance petit à petit devient présentable. Est-ce que c'est déjà le cas ? Il y avait une sorte Napoléon le Premier voulait détruire ce genre de choses et d'ailleurs les voyants de l'époque étaient extrêmement notés par la police de l'Empire, mais en même temps il y avait une sorte de tolérance. Alors elle, en plus il y avait Joséphine, donc ça aidait. Alors oui, ça déplaisait profondément à Napoléon. Alors est-ce qu'elle a eu cette amitié aussi serrée qu'elle le dit avec Joséphine ? À démontrer, ce qui est clair. En tout cas, ce qui est un peu amusant, c'est que, par exemple, Madame d'Avrillon, qui était la camériste de Joséphine, prétendait qu'en fait que Mademoiselle de Normand n'avait absolument aucune sorte d'importance aux yeux de Joséphine. Comme si, autour de Mademoiselle de Normand, qui abordait les gens de pouvoir, n'est-ce pas, se déchaînaient de grandes jalousies. Alors, ce qui fait qu'elle a une légende trouble sans cesse. Alors, est-ce qu'elle a donné des lettres de voyance à la noblesse ? Je ne sais pas. À la noblesse, voyance. À la voyance, pardonnez-moi. Oui, d'une certaine manière, en faisant des scandales extrêmement répétés, oui, bien sûr. Eh bien, justement, dans un instant, nous allons accueillir le très lointain successeur de Mademoiselle Lenormand, la célèbre médium Yagel Didier, qui va nous dire comment, justement, elle a vu évoluer la position des voyantes dans notre société depuis quelques décennies maintenant. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Au cœur de la voyance cet après-midi grâce au parcours que vous venez de nous raconter de la jeune Mademoiselle Lenormand pendant la Révolution et l'Empire. Christian-Louis Éclimont, auteur du roman Madame Vérité ou la conspiration des étoiles paru chez J'ai lu, est toujours avec nous et vient de nous rejoindre cet après-midi en studio sur Europe 1, la célèbre médium Yagel Didier. Bonjour Yagel Didier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez sans doute eu un certain intérêt pour Mademoiselle Lenormand. Vous avez essayé de
de savoir qui elle était, vous aussi. Oui, j'ai lu certaines choses sur elle, mais évidemment, je n'ai ni son culot, ni son audace, ni les... Vous êtes nettement plus jolie qu'elle, je précise, sais pour pas. les auditeurs Ça, qui ne vous connaîtraient pas. J'espère peut-être, avec tout ce que j'ai entendu sur elle. Mais je trouve que c'est quand même un personnage avec un culot et une audace absolument folle, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, je suis beaucoup plus réservée, beaucoup plus sage. Et peut-être que c'est, si je puis dire, c'est peut-être plus facile aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile, oui. Je veux dire que lorsque j'ai décidé, vers l'âge de 24-25 ans, d'en faire, peut-être un peu plus tard, une activité sérieuse, je dois dire que j'ai eu quand même quelques mal. C'était très compliqué par rapport à ma famille. Vous savez, maintenant, ça y est, je pense que c'est passé un peu dans les mœurs, mais à l'époque, c'était un peu vis-à-vis de ma famille. En tout cas, c'était très compliqué. Et pendant des années, je n'ai rien dit, à part maman. Et j'ai commencé à le dire quand on a commencé à parler de moi dans les journaux. Parce que là, tout d'un coup, ça devenait un peu plus... il fallait bien faire quelque chose. Et puis c'était plus honorable, peut-être, à partir du moment. Ouais. Exactement. Et puis, j'ai eu la chance, si vous voulez, c'est vrai, j'ai pas eu d'ostracisme. Ça s'est fait tellement facilement. Je dois dire, avec des gens extraordinaires autour de moi, j'ai été très appuyée, très poussée par tous ces amis que je connaissais. Il faut dire que pendant des années, je faisais de la voyance à mes amis, puisque moi, j'étais dans la mode au départ. Mais on peut dire là aussi, et c'est ce que je trouve amusant dans vos parcours croisés avec Mademoiselle Lenormand, c'est que de la même façon, on pourrait dire que vous avez vous aussi rencontré les grands de ce monde qui vous ont, et qui d'ailleurs continuent pour certains d'entre eux à vous consulter régulièrement. Vous ne pouvez pas dire qui ou pas toujours dire qui, c'est très complexe bien sûr. Mais à côté de ça, vous êtes dans un double statut. C'est-à-dire que d'un côté, vous êtes la pitié dont on veut absolument avoir les avis, et puis d'un autre côté, vous êtes la voyante, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, ça ramène à tout le statut des anciennes diseuses de bonne aventure, ce qui n'est pas socialement très élevé. Voilà. Donc c'est très ambigu comme position. C'était assez compliqué, mais je le répète, j'ai eu beaucoup de chance, parce que finalement, lorsque j'ai décidé vraiment d'en faire un métier, autour de 26-27 ans, je crois, ou 30 ans, je ne sais plus exactement, le temps passe si vite, que j'ai eu tous ces gens assez extraordinaires qui m'ont poussé. J'évoluais déjà dans un milieu de gens, voilà, qui m'ont vraiment aidé. Donc je n'ai pas senti d'ostracisme, de problème du tout. Du tout. Ça a été très facile. C'est plutôt une certaine presse suspicieuse qui vous a fait des misères parfois. C'est-à-dire que il y a forcément des gens qui, étant très sceptiques, sont par essence et par principe opposés à la voyance. C'était surtout lorsque je faisais, au niveau des journaux, j'ai jamais eu aucun problème. C'était lorsque, mais maintenant je suis très prudente, c'est certaines émissions de télévision à l'époque, vous savez, il y avait le zététicien, il y avait les zététiciens, il faut dire, ce sont les gens rationalistes qui veulent démontrer que tout ce qui est surnaturel, en fait, relève de trucs, comme si c'était de la magie. Moi, j'ai eu la chance, si vous voulez, c'est d'être épaulée par des gens très sérieux, qui était vraiment... oui, mais ça c'est formidable. Voilà, et ça, je dois dire, ça a été extraordinaire dès le début. Donc, je n'ai vraiment pas souffert de ça. C'était uniquement, je répète, certaines émissions de télévision où j'avais devant moi vraiment des gens Alors, je ne sais pas si vous me rangez au rang des gens sérieux, cher Yaghel, mais il se trouve que nous avons travaillé ensemble pendant des mois, et nous avons... Grâce à vous, j'ai réussi ce fantasme invraisemblable d'interviewer des personnalités mortes pour certaines depuis 2 ou 3 siècles. C'était des moments très forts que nous avons vécus. Mademoiselle Lenormand ne faisait pas ça du tout apparemment. Vous êtes la première à vous être intéressée aux personnages du passé. Elle le faisait, pardon. Elle le faisait aussi. Bien sûr. Pardonnez-moi, je sais peut-être que cette chose existe, mais je ne veux pas me prononcer. Je veux bien voir et assister à l'interview, en vérité. Oui, elle le faisait, puisqu'elle elle avait communément Henri IV, semble-t-il, avec lequel elle avait un dialogue assez suivi. Ce qui lui a valu d'ailleurs pas mal d'élasie de la critique d'alors. Tout à l'heure, vous disiez que parfois elle écopait des foudres de la critique. Oui, entre autres pour cette raison. Mais pour d'autres grands esprits dans l'Antiquité qu'elle allait visiter. Oui, elle a d'ailleurs commis pas mal
d'ouvrages très illisibles en vérité, très illisibles dans tous les sens du Qui sont terme. très sibyllins au sens propre. Oui, totalement. Disons que c'est un peu écrit à l'huile de coude, comme vous pourrez dire. C'est un peu laborieux. Mais c'est elle qui écrivait ça ? Oui, alors elle écrivait énormément parce que c'était une graphomane et en tout cas c'était une bosseuse et beaucoup qui l'ont rencontrée ont témoigné en ce sens. Oui, elle avait une sorte de fièvre d'écrire. Elle voulait être aussi reçue comme ça dans le monde des lettres à haut niveau, ce qui n'est jamais arrivé, excepté que 2 de ses livres ont été traduits en Angleterre avec un certain succès, dont les fameuses mémoires apocryphes post-mortem concernant Joséphine, les fameuses les souvenirs prophétiques de Joséphine qu'elle s'était mise en tête de rédiger, commanditée, disait-elle, par le fantôme de Joséphine. Et là, on retombe sur votre sujet. Donc, en tout cas, elle aurait aussi communiqué avec Joséphine. Voilà. Pour ma part, j'en doute limite, un peu. Mais en même temps, c'est presque rassurant de savoir qu'elle l'a fait, parce que je ne vois pas comment quelqu'un en possession d'un don comme le vôtre, et je me rappelle une émission d'Arte qui avait montré l'activité du cerveau d'Yagal Didier dans les périodes de voyance. Il y avait là un professeur, le docteur Attias, qui surveillait ça et qui disait qu'il n'avait jamais vu les 2 hémisphères cérébraux fonctionner comme ça en même temps. C'était assez spectaculaire. Bon, mais on ne voit pas pourquoi quelqu'un qui disposerait de ce don-là ne le ferait fonctionner que pour l'avenir, puisque vous dites vous-même, Yagal, que c'est presque plus facile et plus agréable pour vous de le faire avec le passé qu'avec l'avenir. Oui, parce que bon, à la limite, on voit tout de suite si on est dans le vrai ou pas. C'est vrai que je me suis beaucoup amusée. Mais je pense que quand on a un don de grande sensibilité, parce que la voyance, c'est une ultra-sensibilité, c'est quelque chose que j'ai moi depuis toujours, hein, c'est un don de naissance. Je pense qu'on peut se promener de passé, présent, avenir, c'est en même temps. Donc on est là et regardez-moi, très souvent, ça m'est arrivé de parler de l'avenir alors que c'était une chose qui était déjà passée. Donc avec certains consultants, je me suis rendu compte que ce qui est formidable, c'est que moi, je dois dire, j'ai eu dans ma clientèle des gens qui m'ont toujours, je leur ai toujours dit, écoutez, si je fais une erreur, dites-le moi. Je veux savoir, parce que c'est important d'évoluer et de se corriger, parce qu'on est dans un grand état de fragilité quand on a ce don et quand on fait une consultation. Donc c'est important d'avoir des retours. Vous vous livrez entièrement, c'est tout à fait Et moi, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance et que j'ai eu des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis d'évoluer énormément dans ce domaine. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand nous emmène au cœur de l'histoire de cette jeune voyante, mademoiselle Lenormand. Enfin, elle était jeune au début. Jeune au début, pendant la Révolution, et qui ensuite a continué de transmettre son don sous l'Empire. Bref, elle a traversé les époques. Et nous parlons d'elle avec Christian Louis et Climont, qui est auteur de romans, Yagal Didier, qu'on ne présente plus, la célèbre médium, et vient de nous rejoindre en studio, celle qui sera notre guide de 15h à 15h30. Elle est conservateur du patrimoine, directrice du musée des Beaux-Arts et de la Dentelle, à la Cour carrée de la Dentelle à Alençon. C'est Johanna Mauboussin. Bonjour Johanna Mauboussin. Bonjour. Alors, je crois, d'après ce que vous me disiez, que mademoiselle Lenormand n'a pas vraiment laissé de souvenirs à Alençon. Hébert, oui, on parle encore d'Hébert, mais pas de mademoiselle Lenormand, ou peu. C'est vrai, assez peu finalement. L'ancrage territorial de mademoiselle Lenormand à Alençon beaucoup plus parisien en fait, tout simplement. Est très ténu, effectivement. Mais lorsque l'on évoque les femmes célèbres d'Alençon, elle ressort systématiquement. Est-ce que vous ne trouvez pas, Yagal Didier, que justement Paris a joué avec elle à peu près le même rôle qu'avec vous, si je puis dire. C'est-à-dire que Paris, qu'on le veuille ou non, dans un certain milieu disons de la haute société, est un petit milieu et qu'on se redonne les bons conseils très rapidement. Donc lorsque quelqu'un a vu des choses pour un consultant, eh bien ça se sait très vite, ça fait comme une traînée de poudre en fait. Oui, ça j'ai eu beaucoup de chance. Mais elle aussi, on voit, ça fonctionne un peu de la même manière de ce point de vue. Oui. C'est intéressant de voir que la comparaison ne peut pas être poussée jusqu'au bout. Mais enfin quand même, vous avez l'une comme l'autre, mademoiselle Lenormand dans les années 1800-1810, vous beaucoup plus proche de nous, régniez, on peut dire, sur ce monde de la voyance, et des points communs sont incontestables entre vos parcours, et notamment des gens qui vous font confiance. C'est peut-être le fond, c'est peut-être le mot. Absolument. On a besoin de cette confiance. Je veux dire que lorsque vous avez des retours très positifs, ça vous pousse, enfin je veux dire, ça vous soutient, ça vous montre comme ça. Alors de temps en temps, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des critiques même assez violentes, mais j'ai toujours dit aux gens,
n'hésitez pas à critiquer parce que c'est ça qui va me faire avancer. C'est ça qui va me faire comprendre tous les pièges aussi de la vision. Parce qu'il y a des pièges, évidemment. La transmission de pensée, donc télépathie, l'émotionnel trop fort, la trop grande empathie avec l'autre qui fait qu'on a envie de lui dire des choses qu'il a envie d'entendre. Donc tout ça est extrêmement ténu et c'est très important d'avoir ce retour. Moi, j'ai toujours dit aux gens, je vous en supplie, ne me faites pas de cadeaux. Moi, je vous connais depuis très longtemps. Est-ce que, de façon privée et pas du tout comme client, pour vous avoir vu comme ça dans votre vie par ailleurs, et je peux témoigner d'une chose, c'est la très grande discipline que ça suppose. J'ai souvent eu l'occasion de dire que vous aviez la vie d'un sportif de haut niveau, mais c'est ça, c'est-à-dire que ça ne suppose aucune forme de relâchement ou de facilité. Vous êtes, on a l'impression que chaque voyance, et Dieu sait qu'il y en a eu des milliers et des milliers, mais chaque voyance est une remise en cause entière, en fait. À chaque fois, et depuis tant d'années, il y a aucun problème. Chaque consultation est une remise en question, et j'ai toujours ce sentiment de me mettre en danger. Toujours. Et surtout parce que je pense que j'ai un profond respect pour les gens qui viennent me voir. C'est important, j'ai une vie devant moi, j'ai très conscience de cette espèce de responsabilité qui m'incombe, donc je fais très attention. Alors, je reste un être humain avec ses faiblesses et ses fragilités et ses erreurs, bien évidemment. Vous n'êtes jamais entré en contact avec les mannes de Mademoiselle Lenormand? J'ai jamais essayé, Franck, on devrait essayer ensemble. Ce serait amusant de faire ça après l'émission, pourquoi pas. Tout à l'heure, Anissa parlait de transmission, justement, Christian-Louis Climont. Comment est-ce que Mademoiselle Lenormand a su qu'elle disposait de ce don? Est-ce que quelqu'un l'a aidé à le mettre en œuvre? Est-ce qu'on sait cela ou est-ce qu'elle est restée muette sur le sujet, tout simplement? Non, ce qu'on sait, c'est qu'elle a fait cette première voyance lorsqu'elle était à Saint-Germain-de-Montsort, qui était un institut religieux dans lequel elle avait été envoyée étant gosse, lorsque 2 fois orpheline, en quelque sorte, elle se retrouve isolée dans cet établissement religieux et qu'elle prédit à la supérieure d'alors qu'elle va être évincée de l'institution au profit d'une dame un peu de profil un peu massu, va-t-on dire, rousse, et dont elle a donné les initiales. Et ça l'a quelque part instaurée dans la carrière avec une aura de jeune sorcière, car elle a 12 ou 13 ans simplement à l'époque, et toute cette affaire se réalise. Dès lors, effectivement, dans Alençon, on parle d'elle d'une manière un peu sulfureuse, n'est-ce pas ? Et puis ensuite, elle vient à Paris. Alors, il y a diverses versions, vous savez. Autour de Mademoiselle Lenormand, il y a autant de mythes que de vérités. C'est très complexe. Et l'important pour ce roman, n'est-ce pas, c'était de remettre à jour une sorte de topographie exacte de la maille historique. Est-ce qu'elle-même va transmettre son savoir? Est-ce qu'elle a des élèves, si je puis dire? Non, elle n'a pas d'élèves. Mademoiselle Lenormand ne travaille que pour son destin. Par rapport à vous, Yael Didier, je pense qu'elle était nettement moins scrupuleuse. Elle avait breveté un peu ce qu'ont les dentistes désormais, vous savez, qui vont d'un fauteuil l'autre comme ça accélère. Eh bien, elle faisait 6 ou 7 mancies, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre récit. Alors aussi bien l'eau mancie, n'est-ce pas, par les œufs, qu'un petit coq qui picorait. Alors je n'ai plus exactement le nom. Mais ça ne vous étonne pas, Yael, parce que toutes les techniques sont possibles, en fait. Les techniques sont possibles. Moi, au début, je me souviens de cet astrologue qui m'avait donné une boule de cristal, et je dois dire que j'ai pris la boule dans mes mains. J'ai demandé un foulard noir parce que j'avais besoin qu'il y ait cette profondeur, et j'ai tout de suite vu. Ensuite, j'ai pris les mains des gens, je faisais les lignes de la main, j'ai jamais appris. Il faut juste un support, mais c'est n'importe lequel en fait. Et d'ailleurs, les cartes, le jeu de cartes, moi je m'en sers comme support. Je ne crois pas je ne crois pas aux cartes en tant que cartes, mais pour moi, en ce qui me concerne, la carte amène une intuition. Merci beaucoup, Yael Didier, de nous avoir rendu visite. C'était très intéressant d'avoir le regard d'une voyante d'aujourd'hui sur cette voyante d'hier. Il faudra qu'on fasse la séance avec Mademoiselle Lenormand et je tiendrai nos auditeurs au courant de ce qui s'est dit. On a hâte de savoir. Christian-Louis Climont vous permet en attendant de découvrir le parcours assez invraisemblable et fantasque de cette Madame Vérité dans un roman intitulé Madame Vérité ou La conspiration des étoiles, et c'est publié de manière inédite chez J'ai lu. Dans un instant, nous partons pour Alençon. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire,
Ferrand. Jusqu'à 15h30 sur Europe 1, nous traversons une partie de la Normandie avec la Ferrand Mobile pour vous emmener à la découverte d'Alençon avec notre guide Johanna Mauboussin. Elle est conservateur du patrimoine, directrice du musée des Beaux-Arts et de la Dentelle et la cour carrée de la Dentelle à Alençon. Une très belle ville, bien ancrée dans son terroir, Alençon. Moi, je suis allé à Alençon la dernière fois pour une vente aux enchères, pour tout vous dire. Mais j'ai été frappé par l'harmonie de tout ça, par toutes ces belles maisons de pierre, une espèce de pierre un peu brun-rouge, comme granitique, tout simplement. Oui, tout à fait. C'est vrai que cette région de la Normandie fait appel énormément à cette pierre de granit, ce qui fait qu'on a cette belle homogénéité, parce qu'on a aussi un centre ancien qui est assez bien préservé dans le temps, avec des vestiges de la fin du Moyen-Âge et de très très beaux témoignages aussi des époques 18e, 19e. Un très beau cœur de ville. Vous vous êtes rendu à Alençon sur les traces de Mademoiselle Lenormand ? Alors, écoutez, il y a une sorte de coïncidence insensée, puisqu'effectivement, je me rends à Alençon, je vais dans un musée qui semble être celui, n'est-ce pas, dans lequel œuvre notre ami. Et la reconnaissance juste avant l'émission, parce que maintenant, il n'y a plus de doute, c'est venant vers elle, lui disant, mais écoutez, voilà, je viens sur les traces de Mademoiselle Lenormand, de Hébert, et est-ce que vous sauriez éventuellement, et c'est cette dame, n'est-ce pas, qui m'a dit, mais oui, voilà, il faut aller rue de la Barre, et c'est donc grâce à elle, et je la retrouve, le roman terminé. Vous voyez les coïncidences, c'est assez fort. Et que se passe-t-il rue de la Barre ? Qu'est-ce qu'on y trouve, le domicile d'Hébert ? Un lieu, Mademoiselle, en tout un cas. lieu qui permet d'être rattaché à Mademoiselle Lenormand. Ah, ça c'est intéressant. Ah, donc vous saviez ça quand même, parce que vous me disiez qu'il n'y avait pas tellement de traces. Mais il y a des petits éléments d'archives, mais c'est très ténu. C'est très ténu. Oui, tout à fait. Mais la maison est parfaitement en l'état, de la même manière qu'il y a la cour Hébert, qui a été bien sûr revitalisée, cimentée un peu, mais toujours assez belle. Et on peut en déduire donc que c'est là où habitait le fameux Jacques René. C'est quand même étonnant, cette femme qui continue de fasciner si longtemps après. Vous n'envisagez pas d'écrire vos mémoires, vous, Yagal Didier ? C'est pas moi qui les écris, mais c'est Pierre Lunel, et à la demande d'un éditeur, donc il y a une biographie qui va sortir. Ah, mais voilà une nouvelle. À l'automne. Mais Pierre Lunel, effectivement, est venu me voir et j'aurais dû penser. Vous allez donc publier en quelque sorte vos souvenirs. Absolument. Et ça s'appellera ? En principe, puisque le futur existe. Puisque le futur existe. À mon avis, il y aura des lecteurs. Vous nous tiendrez au courant. C'est à la rentrée, ça. C'est à la rentrée. Que faut-il visiter lorsqu'on est à Alençon ? Par où commençons-nous ? Est-ce que vous avez préparé un petit itinéraire pour nous, chère Johanna ? Tout à fait, effectivement. Je vous ai préparé un petit itinéraire pour aller à la découverte des piliers identitaires de ce territoire alençonnais qui est riche d'histoire et de culture, qui s'appuie entre autres sur une histoire ducale qui a laissé une empreinte architecturale majeure en cœur de ville, qui date du XVe siècle. Ce sont les vestiges du château des Ducs d'Alençon. Les Ducs d'Alençon, tout simplement, bien sûr. Donc à Alençon, on est dans ce territoire frontière entre le duché de Normandie et le Maine. Cette position stratégique qui fait qu'il y a c'est ce qu'on appelle un seuil en histoire. Ce sont toujours des régions extrêmement intéressantes. Une marche, parce que c'est souvent là que se passent les choses, évidemment, dans les confins. Absolument. Donc on sait qu'il y a un château à cet endroit depuis à peu près le Xe siècle. Et le comté d'Alençon, lui, est rattaché au royaume de France au XIIIe et érigé en duché seulement au XVe. Il faut y voir la gratitude, la reconnaissance de la couronne envers les comtes d'Alençon pour le soutien qu'ils apportent dans le cadre de la guerre de 100 ans, donc pour chasser les Anglais hors d'Alençon. Donc on arrive à un duché au XVe siècle. Parmi les figures remarquables qui habitent le château, on peut mentionner Marguerite d'Angoulême, future Marguerite de Navarre. Puisqu'elle était duchesse d'Alençon. La sœur, en fait, de François Ier avait dans un premier temps épousé un duc d'Alençon qui ne va pas se comporter particulièrement bien à la bataille de Pavie et qui en mourra de honte d'une certaine manière. On ne sait pas exactement de quoi il est mort du reste. Mais il n'empêche qu'elle était duchesse d'Alençon et qu'elle a donc vécu là. C'était la femme la plus extraordinaire de son siècle. On a souvent eu l'occasion de le dire ici. Et donc pendant un temps, en tout cas, effectivement, duchesse d'Alençon.
Aujourd'hui, du château, ce que les visiteurs peuvent en voir, ce qu'il nous reste, c'est le portail d'entrée. Donc un massif monumental flanqué de 2 tours jumelles et la tour couronnée. Et puis tous les jardins autour, bien sûr. Et les abords, effectivement. Alors, à partir du XVIe siècle, par rapport à la politique que mène Henri IV de démantèlement des forteresses, progressivement le château est abandonné, ruiné. Il est occupé au début du XIXe et jusqu'en 2010 comme une prison. C'est une prison et depuis que l'administration pénitentiaire a quitté les lieux, le château est au cœur d'un projet de territoire de la collectivité pour justement mener un projet de valorisation sur les abords, sur les extérieurs du château qui vont être très prochainement livrés au public comme parc urbain, qui à terme, ce parc urbain intégrera des éléments de valorisation, des outils d'interprétation de l'histoire ducale. On devrait appeler ça presque plus parc paysager que parc urbain, non? Mais enfin bon, pourquoi pas, admettons le parc urbain. Dans un instant, en votre compagnie, nous allons visiter l'atelier national de dentelle au Point d'Alençon. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Jusqu'à 15h30 sur Europe 1, nous visitons Alençon avec Christian Louis et Clément qui est auteur du roman Madame Vérité ou la conspiration des étoiles, un roman qui vous accompagnera peut-être cet été, en tout cas on vous le recommande, il est paru aux éditions J'ai lu. Yaguel Didier qui est médium est également avec nous et nous sommes sur les traces de la voyante Mademoiselle Lenormand à Alençon avec Johanna Mauboussin. Alors, on parle toujours de la maison natale de Sainte-Thérèse, évidemment, parce qu'on peut la voir, la maison natale de Sainte-Thérèse à Alençon. On doit la voir si on fait une échappée alençonnaise. Oui. On ne parle pas beaucoup de celle de Mademoiselle Lenormand, en revanche. Très peu, oui, effectivement. Il faudrait presque organiser, à mon avis, vous feriez un circuit sur Mademoiselle de Lenormand, ça aurait un certain succès en fait, j'en suis presque sûr. C'est un axe qui est utilisé en visite guidée. Dans les visites de ville qui sont proposées, effectivement, il y a toujours une parenthèse sur Madame Lenormand. Alors moi je dis toujours l'affreux Hébert, faut que j'arrête parce que je sais que ça déplaît beaucoup à certains de nos auditeurs, mais on va dire Hébert pour rester neutre. On en parle aussi, j'imagine. Oui, tout à fait, oui. Il a été un des enfants du pays, bien sûr. C'est cela. Le grand sujet lorsqu'on est à Alençon, c'est la dentelle. Vous êtes tenant d'un point de dentelle mondialement connu, avec des dentelles d'une finesse d'hérésie arachnéenne extraordinaire. C'est ce qu'on appelle le fameux point d'Alençon. Est-ce qu'on peut le décrire ? Peut-être un peu difficile à la radio, ça. Alors c'est vrai, sans support pour visualiser, mais ce que l'on peut dire en tout cas, effectivement, c'est que c'est la dentelle manuelle la plus fine du monde. Elle a été sacrée en 1851 lors de la première exposition universelle Reine des dentelles. Et effectivement, c'est une dentelle fabuleuse, donc qui se fait uniquement avec un fil fin comme un cheveu et une aiguille, énormément de patience, de ténacité. Une vue extraordinaire, il faut avoir plus de 10 dixièmes à chaque œil pour faire ce métier. Une vue fabuleuse et une vue qu'il faut préserver dans le temps. C'est vraiment ça le grand défi. Et donc cette belle dentelle qu'il est possible de voir au sein des collections du Musée des Beaux-Arts et de la dentelle, elle connaît une histoire fabuleuse. Cette dentelle, elle est remarquable aussi parce que depuis le XVIIe siècle, ce moment où elle se développe vraiment dans l'Orne grâce à l'impulsion de Colbert qui met en œuvre des manufactures royales de dentelle pour concurrencer Venise qui à ce moment-là au XVIIe siècle a le monopole sur l'Europe. Il était question vraiment que la fuite des capitaux s'arrête, l'hémorragie d'argent s'arrête pour que justement la noblesse soit incitée à consommer français. Enfin, c'est tout ça, c'est encore un débat d'actualité finalement. Cette dentelle, elle connaît une transmission qui est ininterrompue depuis le XVIIe siècle en Alençon et c'est vraiment ça aussi qui est remarquable. Ah, ça c'est magnifique, vraiment.
aujourd'hui ce savoir-faire de la dentelle au point d'Alençon est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, inscrit par l'UNESCO depuis 2010. C'est une dentelle à l'aiguille, bien entendu, et qui, ça il faut le préciser, c'est ce qui la rend tellement merveilleuse, ça ne supporte pas la mécanisation. On n'est pas capable de faire une dentelle convenable, une convenable dentelle d'Alençon de manière mécanique. C'est forcément à la main. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est forcément à la main. Cette dentelle qui est vraiment incomparable, elle ne supporte que l'intelligence de la main pour être exécutée. Magnifique. Vraiment, ça c'est un des très grands savoir-faire de France qu'il faut souligner. Alors, il y a un musée, bien sûr, de la dentelle à Alençon, qui est en même temps, en Alençon, dites-vous, d'ailleurs c'est plus élégant, ça évite le hiatus, qui est en même temps le musée des Beaux-Arts. Oui, voilà, c'est un musée finalement aux collections encyclopédiques, mais dans lesquelles forcément nous mettons un point d'honneur à présenter la dentelle à nos visiteurs. Avec quand même de très belles toiles par ailleurs, de Philippe de Champaigne, de Jouvenet, d'Eugène Boudin, de Gustave Courbet, enfin une belle collection. Et puis des arts graphiques pas mal aussi. Un très beau cabinet d'art graphique dont une partie des collections est issue des possessions du marquis de Chennevières qui lui-même a fait le don au musée du Louvre qui sert, voilà, c'est un noyau commun en fait entre Alençon et le Louvre sur le cabinet d'art graphique du marquis de Chennevières. Donc les arts, l'art de vivre d'une certaine manière, et dans un instant Lorena Martin va nous montrer jusqu'où se hisse l'art de vivre à Alençon, et puis une vie spirituelle aussi. J'ai dit un mot tout à l'heure de Sainte-Thérèse, il faut parler de la basilique aussi d'Alençon. Alors effectivement, l'église Notre-Dame d'Alençon a été élevée au rang de basilique en 2009 suite à la béatification des époux Martin, qui ne sont autres que les parents de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'on connaît sous l'appellation Sainte-Thérèse de Lisieux, puisqu'elle a en fait, au Carmel de Lisieux. d'Alençon, en fait. Sainte-Thérèse est née à Alençon en 1873, a été baptisée en l'église Notre-Dame, devenue basilique. Moi, je trouve que c'est très romanesque, ces trois personnages issus d'Alençon, tous les trois tellement différents, entre le gazetier Hébert, la voyante, Mademoiselle Lenormand, et Sainte-Thérèse de Lisieux. Vous avouerez que c'est un creuset qui a donné naissance à des intelligences fort différentes, d'une certaine manière. Et puis une autre personnalité aussi, Desgenette, qui a été un très très grand médecin sous l'Empire, et chez lequel, n'est-ce pas, Hébert, lorsqu'il était dans la Dèche à Paris, ma foi, venait loger. Encore un illustre personnage érudit et scientifique, qui était donc le médecin Desgenette. Étonnant creuset d'Alençon. Vous aurez compris que cet après-midi, sur Europe 1, nous faisons dans la dentelle. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Depuis plusieurs minutes maintenant à Alençon et je suis sûre que nous vous avons donné envie d'y aller passer quelques jours. Eh bien, prenez vite de quoi noter. Voici maintenant les bonnes adresses de Lorena Martin. On peut même visiter... Bonjour Lorena. Bonjour Franck. On peut visiter Alençon de manière théâtrale. Oui, ça, c'est intéressant. C'est une nouveauté en fait et la première a eu lieu le samedi 17 juin, samedi dernier. Et donc la grande histoire, des petites anecdotes de la ville sont mêlées, sont racontées avec des comédiens. Voilà. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a une comédienne qui joue le rôle de Mademoiselle Lenormand? Ce serait drôle. Ça. Pas à ma connaissance, non, ni de Masse Laperrière. Ce sera pour l'année prochaine, à mon avis. Alors, vous allez nous parler, et ça ne surprendra personne, de chocolat. Ah bah tiens, de chocolat. Oui, comme par exemple les bouchons alençonnés, les pierres Notre-Dame.
Notre-Dame. C'est une spécialité de la chocolaterie Pedro. Ils sont confiseurs, chocolatiers depuis un moment de père en fils. Et en 1987, en fait, Jackie Pedro reprend à Alençon une chocolaterie fondée au 19e. Et il a choisi de perpétuer donc ces deux spécialités qui avaient été créées par son prédécesseur. Donc les bouchons alençonnais qui sont un biscuit croquant fourré praliné moelleux aux amandes grillées. Et le nom de bouchon vient de sa forme qui évoque le bouchon d'une bouteille de Calvados et aussi les bouchons, les embouteillages formés à l'époque par les vacanciers sur la Nationale 12 au départ d'Alençon. Nettement un peu moins glamour. poétique là d'un seul coup. Là, non, on vient de retomber de quelques degrés d'un coup. Et les pierres de Notre-Dame, ce sont des pavés fondants de pâte d'amande parfumés à l'orange avec éclat de nougatine. Et leur forme est inspirée des pavés de l'église Notre-Dame. Alors évidemment, nous n'allons pas reparler de la dentelle. Même D'ailleurs, si elle existe en parenthèse, chocolat. il faut dire que la dentelle, la vraie dentelle d'Alençon, coûte une fortune, mais c'est tout à fait normal, hein, puisque évidemment c'est un savoir-faire, très coûteux. C'est un travail à la main. Mais parlons de la dentelle sucrée. En chocolat. Hein, voilà. En version ganache caramel parfumée à la pomme verte dans un écrin de chocolat noir ou au lait. Et c'est appelé donc le point d'Alençon. On peut la trouver à la chocolaterie Glatini qui existe depuis une 30aine d'années. Et ils sont certifiés pur beurre de cacao. Donc c'est des chocolats assez artisanaux. Et ils ont créé et perpétué d'autres spécialités liées aux atouts de la région. Vous avez l'étrier normand. C'est aussi dans ça ou au calva? Non, c'est au chocolat noir, juste fourré au praliné, amandes et feuilletines. C'est en l'honneur bien sûr des chevaux et des nombreux haras qui entourent l'Orne. Oui, on aurait dû parler des haras d'ailleurs. C'est vrai que ça fait partie intégrante du patrimoine local. Et ça faisait, devrais-je dire, hélas. Et les sieurs d'Alençon qui ont été créées donc par Jacques Glatini en 1970 en souvenir des anciens notables de la ville et du nom d'une rue du centre-ville. Alors je parlais de cidre parce que quand même tout ce qui relève du cidre, de la pomme, sous toutes ses formes, on est quand même là aux portes de la Normandie, qu'on le veuille ou non. Exactement, vous avez donc le cidre et le poiré aussi, similaire au cidre mais avec des poires au lieu des pommes. Et vous avez une ferme notamment cidricole qui s'appelle Desfrièches qui se situe à Sainte-Marguerite de Carouge. Et donc la ferme en fait est entourée de 10 hectares de pommiers issus de l'agriculture biologique et 1 hectare de poiriers. Et ils produisent encore de manière traditionnelle des jus de pommes, des jus de poire, du cidre, du poiré, du pommeau de Normandie, des eaux-de-vie, du calvados, toutes sortes de liqueurs. Tous ces gens-là sous la halle au blé d'ailleurs, non? Ça fait partie de... Oui, dans le marché des producteurs de pays, tout à fait. Oui, qui se réunissent 5 fois par an. Et donc les prochaines dates seront le 7 juillet ou le 29 septembre. On ne vend plus de chevaux dans la région? Alors c'est vrai que tout autour d'Alençon, il y a de nombreux haras encore. Il y a le haras national du Pin à une 50aine de kilomètres. Donc il y a quand même encore une énorme activité équine dans l'Orne. Bon. On est dans le Perche. Vous êtes finalement dans une des plus jolies et des plus verdoyantes régions de France, qu'on aurait peut-être dû commencer par dire au début de cette demi-heure consacrée à Alençon. Où pouvons-nous nous restaurer, chère Anissa? Chère Lorena, Anissa aussi, je sens que ça l'intéresse. Moi, dès qu'on parle de restaurant, vous voyez. Alors bien sûr, on a parlé donc des chevaux, donc il y a à l'Alzan, donc à Alençon, avec en hommage donc à cette belle couleur brun-roux de la robe de cheval, en hommage au bâtiment d'origine aussi, qui est une ancienne ferme-écurie, et au département donc terre équestre. C'est une cuisine gastronomique avec des produits bruts. Le chef est maître restaurateur, et donc c'est une des belles tables. Et vous avez une salle avec cheminée. On peut manger au coin de la cheminée l'hiver, l'été en terrasse, etc. Donc c'est très agréable. Sinon, vous avez aussi le Rive Droite, qui est un restaurant et salon thé, qui a une sublime terrasse sur les bords de Sarthe. Donc c'est très agréable. Et d'où le nom du restaurant. Exactement. Et donc ce magnifique ensemble en fait du XVIIIe siècle était un lieu historique puisque c'était l'ancien musée de la dentelle et aussi QG du maréchal Leclerc lors de la libération d'Alençon en 1944. Ah oui, en août 44, juste avant la libération de Paris, un moment Exactement. très important de l'histoire de France. Il s'en est passé à Alençon ce jour-là, bien sûr. Donc ça, c'est de la cuisine locale, si l'on peut dire. À base de produits locaux, exactement. Voilà. Et le Petit Vatel aussi? Sinon, vous avez au Petit Vatel, qui est un des plus anciens restaurants d'Alençon, très réputé, et qui existe depuis 1939. C'est un incontournable, on va dire, de cette ville. C'est une maison en pierre du pays, au ton pastel, donc située sur une petite placette. Et le chef, donc actuel, est un Ornais de pure souche. Et il tient ce lieu avec son épouse. C'est une cuisine, là aussi, de saison, traditionnelle, avec des produits de la région. Vous nous avez mis des photos, on les verra sur la page Facebook de l'émission, bien entendu. Mais ça, ce sont des
sont des châteaux où l'on peut magnifique. Résider en fait. Oui, le château de Saint-Paterne. C'est le même, les photos là. Oui, c'est le même, mais pris de coins différents. Ah oui, en effet. Côté jardin, côté piscine. Voilà, on voit bien. Et c'est le château donc de Saint-Paterne qui se situe à 7 minutes d'Alençon et c'est vraiment un coup de cœur. Sur leur site internet, ils parlent de maison d'hôtel, plus qu'un hôtel, une maison. Et c'est vraiment l'esprit d'un véritable château de famille. Le propriétaire a repris ce château en fait familial en 1989. Il avait alors 23 ans. Et donc c'est une demeure dont les pierres ont été témoins des amours secrètes d'Henri IV. Puisque figurez-vous, Henri IV s'y arrêta en route pour la bataille d'Ivry en 1590. Et à ce moment-là, on raconte qu'il se serait épris de la châtelaine de Saint-Paterne. Un peu comme par hasard. Une histoire torride qui se serait déroulée dans ce château, au premier étage, dans la chambre d'Henri IV. Ah mais c'est cette chambre-là qu'il faut demander, bien entendu. À mon avis, elle doit être beaucoup plus chère que les autres. Merci beaucoup Lorraine Martin. Avec plaisir.